tient la parole Monsieur Malos, président du Comité économique et social européen. Merci, Monsieur Malos. Merci, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, excusez-moi, je suis un peu malade. Je tiens d'abord à remercier l'Observatoire d'avoir invité une des institutions de l'Union européenne, qui est le Comité économique et social européen, qui n'est peut-être pas si connu que la Commission européenne ou le Parlement, mais qui est la 5e institution de l'Union européenne, composée de 353 membres représentant la société civile, les employeurs, les salariés regroupés dans les syndicats et toutes les organisations de la société civile, et qui a un rôle législatif, puisque nous avons un droit d'initiative, nous mesurons l'impact des politiques européennes, nous élaborons des projets avec la Commission européenne, et nous sommes, je crois, parmi les acteurs les plus influents de la vie des institutions. Donc, j'ai l'honneur de présider le comité depuis avril 2013, et j'essaie de faire de notre institution la porte-voix, le porte-parole de la société civile, de manière à ce que, je dirais, les institutions européennes, qui sont souvent taxées d'être bureaucratiques, je dirais à juste titre, le soient moins et soient plus sensibles aux problèmes des gens et une dimension humaine plus marquée. Et dans cet effort, je suis très heureux de signaler l'excellente collaboration que nous avons développée au fil des années avec l'Observatoire sur un certain nombre de projets, sur un certain nombre d'avis que nous avons rendus. Je voudrais citer au cours des dernières années le fait que nous avons rendu un avis sur les abus sexuels envers les enfants. Nous avons rendu un avis sur l'enfance et la pauvreté. Nous avons rendu un avis sur le droit des enfants. Et plus récemment, notre collègue belge Xavier Verboven, qui est un ancien leader syndical bien connu ici en Belgique, a rendu un avis de notre comité, c'était il y a quelques mois, sur un paquet législatif qui a été proposé par la Commission européenne, qui est actuellement en débat au niveau du Parlement européen et du Conseil, un paquet législatif qui porte sur la présomption d'innocence, les garanties procédurales des enfants et l'aide juridique provisionnelle. Nous avons depuis un an maintenant un accord avec le Parlement européen, et donc l'examen du Parlement européen sur ce texte se fait avec notre concours et sur base de l'avis que nous avons préparé. Et dans cet avis, je vais juste citer un extrait. Dans cet avis, nous disons que cet avis a été adopté à la quasi-unanimité par notre session plénière au mois d'avril dernier. S'agissant de la protection des enfants, dans le cadre des procédures pénales, le Comité économique et social souhaite attirer l'attention sur le fait que ces derniers se retrouvent dans une situation très vulnérable lorsqu'on les prive de leur liberté, étant donné les risques que cela comporte pour leur intégrité mentale et physique. Et dans les directives en préparation et avec l'aide du Parlement européen, nous voulons vraiment renforcer les procédures et les protections légales, à la fois face aux procédures administratives et aussi face aux procédures effectivement pénales à l'égard des enfants. Je voudrais aussi souligner une avancée importante qui a été faite par une autre institution européenne qui est le Conseil de l'Europe, qui a adopté cette année un texte qui concerne le droit des enfants. Et nous avons travaillé aussi avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et l'Assemblée, dans ce texte, appelle les États membres, donc de tout le continent européen, regroupés au sein du Conseil, je crois que c'est 47 membres aujourd'hui, appelle les États à établir un système de justice pénale des mineurs spécialisé et à mettre en place des lois, des procédures et des institutions spécialement conçues pour les enfants, à fixer l'âge minimum de responsabilité pénale à au moins 14 ans, à définir un éventail de solutions adaptées aux plus jeunes délinquants pour remplacer les poursuites pénales traditionnelles et à veiller à ce que la détention de mineurs
ne soit qu'une mesure de dernier ressort, comme le titre de votre conférence, et d'une durée aussi brève que possible. Je voudrais féliciter cette initiative qui va dans le bon sens. En effet, nous sommes, mesdames et messieurs, 2 semaines après la célébration des 25 ans de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Et je crois que cette conférence, nous l'espérons, amènera une prise de conscience plus forte sur les conséquences de la privation de liberté vis-à-vis des enfants. Il y a encore malheureusement dans beaucoup de pays, y compris dans l'Union européenne, on cherche toujours plus loin, mais y compris dans l'Union européenne, des situations d'abus, je pense des situations d'exclusion. Je pense par exemple à la situation des enfants roms, qui dans beaucoup de pays, y compris le mien, se trouvent dans des situations de très grande vulnérabilité. Et même s'ils sont forcés à devenir des délinquants, souvent par des parents ou par des mafias, les pénaliser, eux, c'est les pénaliser pour toute leur vie. Et je dois dire que d'ailleurs que le sujet des exclusions et des discriminations contre les populations roms sont des choses qui me font particulièrement horreur, car je trouve qu'il s'agit là d'un peuple européen comme les autres, qui est victime de discrimination et d'exclusion, et de pauvreté. C'est la pauvreté qui nourrit bien entendu la délinquance, et il faut traiter les racines du mal et pas traiter les causes. On traite toujours les causes et pas les racines dans nos sociétés. Le philosophe Michel Foucault a écrit en 1975 dans un célèbre ouvrage qui s'appelle « Surveiller et punir ». Il dit entre autres, je vais raccourcir ces citations et vous connaissez, « Ceux qui volent, on les emprisonne ». D'où vient cette étrange pratique et ce curieux projet d'enfermer pour redresser? En effet, la prison ne peut être qu'une solution de dernier recours. Et on sait bien que la plupart du temps, la prison, c'est la voie vers la délinquance et vers la délinquance aggravée. Alors il est urgent de trouver d'autres alternatives pour les jeunes. Il faut aller plus loin pour résoudre le problème des systèmes de justice juvénile. Bien sûr, la prévention, l'éducation, privilégier la déjudiciarisation, pas qu'on prononce, encourager la mise en œuvre de travaux d'intérêt général et autres mesures alternatives non privatives de liberté, réduire le nombre d'enfants détenus. La privation de liberté n'est pas la bonne réponse pour les jeunes. Au contraire, il faut intégrer aussi rapidement que possible ces enfants dans la vie sociale et civique. Il faut se souvenir que de nombreux enfants tombent dans la criminalité à cause de leur contexte social ou de leur entourage. Moi, je dirais même, à mon avis, la détention n'est pas la solution. Elle n'est même jamais la solution, ou elle est, la pire des solutions. Nous devons donc changer notre regard et ne plus nous demander comment mettre à l'isolement des jeunes, mais bien surtout nous demander comment réussir leur intégration. Et je voulais à ce sujet, très brièvement, vous dire que nous travaillons avec beaucoup d'organisations de la société civile. Et j'ai vu au cours de toutes ces années, un sujet qui n'est pas mon sujet de compétence, mais j'ai vu que très souvent, les associations, les organisations font des choses tout à fait exemplaires qui sont peu connues et qui sont insuffisamment reconnues. Et nous avons, dans notre comité, lancé un certain nombre de projets sur l'intégration. Par exemple, l'intégration des jeunes délinquants par le sport. Je voulais citer un programme de la Fédération royale de football espagnol que j'ai visité, qui organise des matchs de football pour des jeunes qui sont en prison, avec des vedettes du football espagnol très connues comme Iker Casillas que j'ai rencontré, qui s'est impliqué beaucoup. Et c'est la manière de sortir ces jeunes. Ces jeunes sont malheureusement enfermés, mais c'est une façon de les réintégrer. Et ce sont des projets de la société civile. Je voudrais citer aussi, dans le cadre de l'avis que nous avions réalisé sur les abus sexuels et la prostitution des mineurs, certains de mes collègues avaient fait un déplacement avec la compagnie aérienne française Air France, qui a un programme
de responsabilité sociale à Madagascar pour voir et pour soutenir un projet de leur fondation qui consiste à créer des maisons pour les jeunes garçons ou jeunes filles qui sont malheureusement tombés dans la prostitution, pour les sortir de ce milieu sans les pénaliser et sans les criminaliser. On peut citer d'autres exemples, mais il y a énormément d'initiatives de la société civile, énormément, et ces initiatives sont souvent à l'avant-garde de ce que, après, la justice, les administrations, le système pénal peut mettre en place et peut accompagner ce procédure de redressement ou de rééducation ou d'insertion. Je voulais, pour terminer, dire que notre ennemi véritable, à nous tous, aussi bien d'ailleurs dans l'Union européenne, nous avons deux ennemis, je dirais, dans l'Union européenne et dans le monde. Le premier, ce sont les préjugés, j'ai cité l'exclusion, les discriminations, j'ai parlé de la situation des Roms. Il y a encore beaucoup de groupes de par le monde et encore dans l'Union européenne qui souffrent de préjugés négatifs et où, je dirais, l'emprisonnement est souvent vécu comme la logique, alors que donc, des enfants ou des personnes appartenant à d'autres groupes, on y penserait sûrement moins ou moins facilement. Donc il y a un problème de mentalité. Mais le vrai ennemi, c'est tout simplement l'exclusion sociale et la pauvreté qui nourrissent la délinquance et qui nourrissent les situations de détresse des jeunes. Et je crois que si on ne traite pas par le fond notre société, qui malheureusement est aussi dans l'Union européenne, devient de plus en plus inégalitaire, où on voit que le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser, eh bien, il ne faut pas s'étonner si après on a des problèmes de délinquance à tout âge. Donc c'est ça le message de notre comité. L'essence même de la construction européenne, c'est la solidarité. L'essence même de la construction européenne, c'est l'élimination des discriminations et des exclusions, y compris l'exclusion sociale. Et j'ai beaucoup d'espoir que dans les années qui viennent, avec le président Jean-Claude Juncker, Martin Schulz, et le micro était tombé, avec les autres présidents des institutions, nous allons donner un visage plus humain à l'Union européenne et essayer d'entraîner ou de coopérer davantage dans le reste du monde dans cette voie. Donc je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir invité pour cette conférence. Merci.